Anne Lestrade, vous êtes ancienne adjointe au maire de Paris en charge de la politique municipale de l'eau, ancienne présidente d'Eau de Paris, et vous publiez Une victoire face aux multinationales, ma bataille pour l'eau de Paris. Qu'est-ce que cette bataille que vous avez menée, qui a été une bataille à la fois officielle et souterraine? Alors, il faut rappeler déjà le contexte national. C'est-à-dire que la France est le pays qui a le plus délégué ses services d'eau et d'assainissement au monde. C'est une particularité française. Et rappeler aussi que quand même, le chiffre d'affaires de tous les services d'eau et d'assainissement représente pas loin de 14 milliards d'euros. Donc, c'est un marché très lucratif. Et donc, Paris n'a pas échappé à cette règle de gestion privée. Et sous Chirac, la gestion, la distribution et la facturation a été confiée aux deux grandes multinationales, Veolia et Suez, et leurs filiales. Et sous l'ère de Delanoë, nous avons décidé de reprendre en main totalement le service d'eau et donc de créer une régie publique, donc de remunicipaliser le service de l'eau. Et cette régie, Eau de Paris, a été créée et totalement opérationnelle le 1er janvier 2010. Et donc aujourd'hui, à la fois assure l'ensemble des services de production, de distribution et de facturation pour les usagers parisiens. Une victoire contre les multinationales, c'est pas très fréquent. À quelles conditions est-elle possible? C'est pas très fréquent, et d'ailleurs c'est vrai que tout le monde m'avait prédit plutôt l'échec que la victoire. À quelles conditions? Moi je dirais que Alors je parle évidemment de l'expérience parisienne. Pour moi la condition première, c'est la volonté politique. Et ça, c'est ce qui fait souvent en fait défaut. C'est-à-dire qu'il y avait un programme, en fait Bertrand Delanoë l'avait d'ailleurs annoncé pendant sa campagne électorale. Personne ne l'a cru d'ailleurs, mais... Oui, parce que ça, on a souvent des promesses et après, le réalisme politique fait qu'on n'applique pas forcément le programme. Oui, et d'ailleurs, les grands groupes ne pensaient pas que Bertrand Delanoë tiendrait ses engagements. Donc ça a été fait, donc c'est évidemment une condition première, puisqu'il y avait la volonté très forte du maire, et donc en découlait forcément la volonté des services, du cabinet, de l'ensemble de l'administration, d'opérer cette remunicipalisation. C'est vrai que dans le cas parisien, il n'y a pas eu une mobilisation citoyenne ou associative très importante, contrairement à d'autres situations, en France d'ailleurs ou à l'étranger. Donc on ne s'est pas tellement appuyé sur cette mobilisation, mais nous avons réussi à remunicipaliser par un acte fort politique porté au plus haut niveau. Et ce qu'on voit dans votre livre, c'est que, contrairement un peu à l'image qu'on peut avoir des méchantes multinationales, elles ne sont pas complètement homogènes. Il se trouve qu'à Paris, les deux grands géants de l'eau géraient chacun une rive de Paris, et elles n'ont pas eu exactement la même attitude par rapport à votre action. Oui, alors déjà Paris, de toute façon, est un peu à l'image de la France, donc était de toute façon divisé, parce que le marché français, c'est plutôt un duopole, donc était évidemment divisé entre deux marchés, donc rive gauche lyonnaise, rive droite Veolia, General des Eaux. Et c'est vrai qu'elles n'ont pas, et parce que leur construction historique n'est pas exactement identique, elles n'ont pas eu exactement à la fois la même politique vis-à-vis de la collectivité et même le même type de réaction. C'est-à-dire que pour faire de manière un peu synthétique, Veolia a manqué vraiment beaucoup plus de finesse dans sa réaction et a cherché très clairement à empêcher de manière brutale, frontale et vraiment sans nuance. Tandis que la lyonnaise, au fond, a eu un jeu également de lobbying souterrain et même de SAP. Après, par exemple, quand la régie a été installée, de SAP même du travail effectué, mais elle l'a habillé de manière, on va dire, plus courtoise et puis surtout avec un discours politique qui est nous, grands groupes, nous acceptons la décision politique et nous nous mettons en capacité d'avoir de nouvelles prestations auprès de la collectivité. Mais en réalité, même si elles n'ont pas eu exactement le même type d'attitude, c'est-à-dire que, par exemple, Veolia a très clairement, au niveau du transfert des personnels, cherché à handicaper la régie dès le départ avec l'absorption du personnel qui venait de ces entreprises. Ce qui n'est pas le cas pour la lyonnaise. Mais moi je dirais néanmoins que sur le côté, sur l'aspect général, ces grandes boîtes ont à peu près le même type de pratique de lobbying. Et justement, un aspect très intéressant de ce livre, c'est qu'on voit concrètement fonctionne quelque chose qu'à la fois on connaît mais qui reste abstrait, c'est-à-dire l'action des lobbies. Est-ce que vous pouvez synthétiser la manière là dont les lobbies des grandes entreprises, des lobbies de l'eau, ont tenté d'infléchir votre action? Alors, ça s'exprime sur plusieurs niveaux. D'abord, il y a évidemment le niveau politique. Il y a le niveau politique, donc c'est du lobbying, on va dire,
là aussi de différentes amabilités. C'est-à-dire qu'on peut vous proposer des voyages, des macarons, visiter des caves de Bourgogne, des places à Roland-Garros, tout ce que vous voulez. Bon, c'est ce que je dis, vous refusez une fois, 2 fois, 3 fois, ils arrêtent. Bon, moi j'ai vu plein d'élus, évidemment, qui ne refusent pas. Et c'est vrai que partir aux Baléares en famille, visiter une usine de traitement d'eau, c'est sympathique. Bon, moi je pense que des usines de traitement d'eau, il y en a suffisamment en France pour ne pas forcément aller aux Baléares. Mais c'est vrai que donc c'est pas vraiment de la corruption active, on peut pas dire ça. C'est juste, on va dire, des bonnes relations. Oui, parce que ce qui est surprenant quand on vous lit, c'est de voir qu'il n'y a pas seulement les cadres ou les lobbyistes des grands groupes qui s'opposent à cette remunicipalisation, il y a aussi les syndicats, y compris la CGT, des multinationales, dont on pourrait penser qu'elles seraient pour une gestion publique de l'eau. Ah oui, mais d'ailleurs, officiellement, elles sont pour. Officiellement, elles sont pour un grand service public national de l'eau. Bon, il se trouve que dans la réalité, et surtout moi je me suis beaucoup affrontée à la CGT Veolia, et notamment ceux qui étaient transférés à Haute-Paris, très clairement, ils ont défendu le point de vue de la multinationale. Et parce que là aussi, il y a des livres qui sont sortis sur les liens, on va dire, plus que troubles, entre certains délégués CGTistes, ou certains délégués d'ailleurs syndicalistes, ne pointons même pas seulement la CGT, avec les grands groupes. C'est aussi du financement d'activités syndicales, du financement de publications syndicales, mais après c'est aussi la presse. Moi, c'était très compliqué parfois de parler de ce que nous faisions à Paris. Et moi, certains journalistes me l'ont dit. La régie publicitaire, très clairement, elle a ses grands groupes comme pourvoyeurs. Et donc, on ne va quand même pas aborder un sujet qui les fâche. Et donc, mais je dirais aussi que de manière plus feutrée, des gens de l'administration, quand ils se font aussi inviter à des missions, enfin voilà, des séjours de voyage ou des séjours techniques, forcément, ils vont être plus attentifs à ce que disent les grands groupes. C'est-à-dire qu'ils ont des forces de frappe que nous n'aurons jamais. Ils ont énormément d'argent. Ils ont des lobbyistes qui viennent quasiment de tous les partis politiques, qui viennent aussi parfois du milieu syndical, voire du milieu associatif. Et donc, c'est une force de frappe évidemment très importante. Mais en même temps, ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que vous ne dites pas que la gestion publique est toujours la seule possible et doit se débarrasser complètement de vraies compétences du privé. Ouais, moi, ce que je défends pour l'eau, alors après, c'est un bien très singulier. D'abord, c'est quand même une économie de rente. Ça, en 2 mots, c'est quand même, il faut que les gens comprennent bien, c'est que vous n'avez qu'un robinet, donc vous n'avez qu'un réseau. Donc en réalité, vous ne pouvez pas faire jouer la concurrence. Donc, ce qu'on appelle une économie de rente. Dans une économie de rente, si c'est totalement préempté par le secteur privé, il a en réalité tous les droits. Voilà. Et donc, je pense que dans ces conditions-là, ça doit être une gestion publique. Mais c'est vrai qu'une gestion publique n'est pas forcément vertueuse en soi. Donc, il faut lui donner, je pense, d'abord un cadrage assez fort de la collectivité, des contre-pouvoirs aussi citoyens, des exigences aussi d'efficacité, et pouvoir, en effet, comment dirais-je, ne pas, là aussi, créer une forme de monopole public. Et puis, il y a des compétences que nous pouvons avoir avec le secteur privé. Enfin, je veux dire, il y a des prestations que nous ferons jamais en public. Et donc, il ne s'agit pas d'exclure, en fait, totalement le secteur privé du marché de l'eau, mais il s'agit, en réalité, de le mettre à sa place. Et que la puissance publique retrouve ses droits et que le service soit quand même géré au nom de l'intérêt général et pas d'intérêt particulier. Et est-ce seulement à cause de cette action des lobbies qui vont des petits cadeaux aussi à recaser certains politiques ou des familles de politiques, comme on le voit, que on voit une part non négligeable des élus finalement assez opposés à un service public de l'eau, et qu'on voit aussi une forme de brouillage politique au sens où on a des élus de gauche qu'on pourrait attendre en faveur d'une municipalisation de l'eau contre ces projets, alors qu'il y a des villes comme Troyes ou comme Nice qui, elles, tenues par la droite, vont promouvoir ça. Comment ça s'explique ? Oui, surtout que je donne le cas de Nice, on ne peut pas dire que je sois une amie politique de Christian Estrosi, mais de fait, il a remunicipalisé, et pas seulement l'eau d'ailleurs, les transports, la cantine scolaire, enfin je veux dire, il a beaucoup remunicipalisé dans sa ville. Donc ça, en effet, c'est très étonnant pour l'eau parce que en effet, ça dépasse le clivage idéologique. Donc moi, je maintiens qu'il y a des questions, là pour le coup, comme je dis, de porosité avec le milieu politique divers et variés, parce que ça se joue aussi différemment. C'est-à-dire que les grands groupes, moi je l'ai vu parce que beaucoup d'élus m'en ont parlé, c'est qu'ils disent si vous me donnez votre service d'eau et d'assainissement,
Eh bien, très concrètement, je vous finance votre équipe de rugby, de football, votre musée bidule chouette et tout ça. Et donc, il y a des élus qui font, presque, je dirais, bon gré, mal gré, le choix du privé en se disant, bon, comme ça, je vais pouvoir avoir un peu d'argent pour d'autres activités que l'eau. Et puis, il y a des élus qui, il faut bien le dire, ont totalement démissionné. C'est-à-dire qu'il y a la facilité. La facilité de confier au privé, ça veut dire justement que si jamais il y a une difficulté, on peut dire que c'est la faute du privé, c'est pas la faute du public. Il y a de moins en moins d'ingénierie publique. D'ailleurs, c'est assez dramatique. Et donc, il y a une forme de démission, je dirais à la fois politique et un peu technique, qui fait que, du coup, c'est vrai, dans ce paysage général, les décisions ne sont pas forcément prises en fonction de ce qu'on pourrait attendre sur le plan idéologique. Et ce sera ma dernière question. Est-ce que cette bataille peut être un modèle, au sens où à la fois c'est un vrai exemple d'une victoire contre les multinationales, et en même temps vous dites souvent que l'eau est un bien très particulier? Ouais, c'est vrai que l'eau est un bien particulier. Et notamment pour ce que j'ai dit, c'est-à-dire que, à la limite, vous, dans votre logement, vous pouvez, à des conditions peut-être plus ou moins particulières, mais vous pouvez choisir votre fournisseur d'énergie. On ne peut pas choisir son fournisseur d'eau. C'est aussi une gestion locale. Ce n'est pas une gestion nationale du tout, et ça ne pourra pas l'être. Donc c'est vrai que ça a obéi à des conditions particulières qui font que peut-être on ne peut pas totalement modéliser. Mais je reste quand même convaincue que pour des services aussi essentiels, ce qui est modélisable, c'est d'abord d'avoir une ingénierie publique, d'avoir des prérogatives de puissance publique qui soient affirmées, d'avoir même, j'ose le dire, quand il faut faire appel au privé, une vraie exigence de concurrence, c'est-à-dire ne pas justement avoir de facilité à continuer à appuyer des duopoles qui font la pluie et le beau temps en termes tarifaires, en termes techniques. Donc en cela, c'est modélisable, c'est montrer d'abord que c'est possible, avec un peu de courage politique, de retrouver en fait la pleine maîtrise d'un service d'eau. Et je pense que pour plein de services essentiels, notamment de services locaux, c'est modélisable.